Les débuts du troisième millénaire furent promoteurs. Le monde sortait fraîchement d'une bipolarisation qui présageait un nouveau communautarisme, une sorte d'idéal fondamentalement basé sur de grands objectifs connus sous le diptyque des objectifs du millénaire. Si la crise économique successive aux surenchères des subprimes vint apporter un bémol à cet optimisme au début des années 2000, le terrorisme installé au niveau mondial nous rend plus pessimistes et est sans conteste aujourd'hui une menace qui affecte tous les continents, tous les pays du Nord et du Sud, sans épargner personne. Dans les airs, sur les rails, les marchés et autres places, chaque jour nous apporte son lot d'attrition, de désolation et d'incompréhension. Entreprise plus mercantile qu'idéologique, le terrorisme est loin de ne faire que du réarmement idéologique des fidèles. Le Cameroun, havre de paix, pays de tolérance et d'hospitalité, n'en est pas épargné. Depuis l'année 2014, en effet, la secte terroriste dirigée par Abubakar Shekau, qui sévissait jusque-là au Nigeria, a commencé à diriger ses attaques contre le Cameroun, d'abord par des enlèvements d'étrangers, suivis par des raids militaires sur nos positions. Ont suivi des tueries, des pillages, de bétail et autres exactions, telles que les attentats kamikazes et poses d'engins explosifs improvisés. Devant une telle agression, le chef de l'État, chef des armées, va déclarer la guerre au Boko Haram le 17 mai de cette année. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérian. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. L'armée camerounaise va vivre des épisodes douloureux et épiques de son histoire post-indépendance, elle qu'une certaine communauté avait au fait de ravaler au rang des armées prétoriennes d'Afrique, elle que certains analystes pessimistes s'étaient empressés de soulever de la déliquescence et l'incapacité à pouvoir résister aux criminels de cette secte transformée en groupe terroriste et étonnamment bien organisé. Le long de la frontière, les combats furent rudes. Boko Haram régnait en maître dans certaines zones du Nigeria voisin, d'où il déclenchait ses attaques, fondant sur les positions camerounaises, avec un rapport de combattants largement supérieur, car bénéficiant de l'initiative de l'offensive. À cette folie meurtrière, les forces de défense camerounaises ont opposé un savoir-faire avec un art de la guerre flexible, prenant à tout moment les décisions appropriées en usant de stratégies audacieuses avec une économie de moyens. Ce n'est qu'à ce prix que l'intégrité territoriale a été préservée, un prix fort qui s'est souvent soldé par le sacrifice de nos soldats, morts sur le champ d'honneur, morts pour la liberté. Si l'armée camerounaise a atteint l'objectif de défense de l'intégrité territoriale, dans un combat contre des menaces protéiformes, au nord, à l'est et dans notre littoral, c'est qu'elle est passée dans un véritable moule de réforme en 2001. Une entreprise ambitieuse et opportune, déclenchée par le président Paul Biya, juste un an après la célébration du quarantenaire de l'armée camerounaise. Une volonté difficile à comprendre à cette époque, où le Cameroun, havre de paix, vivait sur un nuage de sérénité. Pourtant, il avertit déjà lors de son discours qu'il fallait arrimer cette armée aux réalités géostratégiques du monde en mutation et que face aux enjeux et défis qui se profilaient, il devenait impérativement urgent de moderniser nos forces. Pour ce faire, 3 piliers ont soutenu l'entreprise de la réforme: le rajeunissement, la professionnalisation et l'équipement des forces. Une dynamique particulière a influencé cette architecture, c'est l'interarmisation, un concept qui veut que les différentes composantes de l'armée camerounaise soient mises en synergie pour agir ensemble dans l'atteinte d'un effet final recherché.
toutes les composantes de ces 3 opérations dans le but de nettoyer, n'est-ce pas, le long de la frontière en coordination avec les forces armées nigérianes. Donc, nous avons occupé les localités nigérianes et camerounaises de Djibrili et de Zamga, qui sont à peu près à 4 km à l'ouest de notre position actuelle. Ils sont en cours de ratissage. Je crois qu'ils vont occuper définitivement ces localités-là. Les populations ont rejoint Ashigashia et vaquent petit à petit à leurs occupations. Les formations doivent alors se calquer sur cette exigence. D'abord par une relève des niveaux de recrutement chez les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Les formations initiales sont désormais portées vers des modules plus scientifiques et professionnels. La formation est cohérente du niveau stratégique au niveau tactique. L'École supérieure internationale de guerre qui voit le jour fortifie la pensée stratégique au service de l'action et prend désormais une certaine envergure pour devenir un centre d'excellence. Étant donné que les 2 écoles, les SIG et Air Force, sont des centres d'excellence stratégique, du niveau stratégique de la communauté des États de l'Afrique centrale, j'ai, sous l'impulsion de M. le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, président du conseil d'administration de l'effort, proposé et convenu avec Mme Boyono, directeur général adjoint de l'École internationale des forces de sécurité. J'ai donc convenu de l'organisation cette année du colloque en partenariat avec son école. Toujours dans cette option stratégique, l'École internationale des forces de sécurité voit également le jour par la volonté affirmée du président de la République à donner des outils professionnels concrets à cette armée en mutation. L'œil force, vous vous en doutez, est une émanation de son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, de répondre à un besoin de formation de cadres chargés de gérer au quotidien les problèmes de sécurité. Dans cette perspective, notre école développe donc une série de formations pluridisciplinaires qui englobent tous les niveaux, le niveau tactique, opératif et stratégique. Ces formations vont donc de la gestion quotidienne de la sécurité publique à la lutte contre le terrorisme, en passant par les problèmes de gouvernance et de droits humains. La pertinence de nos formations est confirmée aujourd'hui par les sollicitations sans cesse croissantes que nous recevons des pays et des organisations internationales. S'agissant des organisations internationales, c'est le lieu pour moi de rappeler qu'en ce moment, sur notre site à Awal, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, co-organise avec l'EIFORCE un stage de formation de formateurs d'unités de police constituées, en prélude à une certification de ces formations par les Nations Unies. Sur les centaines de stagiaires qui ont déjà été formés par notre école, plusieurs bénéficient de la confiance des hiérarchies de leurs pays respectifs, et pour ceux qui sont déployés dans des opérations de maintien de la paix, ils occupent des rangs importants et font la fierté de notre école. Notre gratitude va à l'endroit de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef suprême des forces de sécurité, pour son implication personnelle dans la montée en puissance de l'École internationale des forces de sécurité.
doter nos États de cadres bien formés pour combattre l'insécurité et assurer la paix et la sécurité dans notre pays, en Afrique et dans le monde. L'école militaire interarmée joue quant à elle son rôle de vivier des corps de défense en élevant jour après jour le standard des formations initiales et de l'enseignement militaire supérieur. Au regard du contexte sécuritaire actuel et compte tenu du polymorphisme de la menace, l'EMIA a été appelé à réviser ses programmes pour s'adapter au contexte sécuritaire que nous vivons actuellement. Et c'est à ce titre-là que l'EMIA s'est mis à développer la compétence des militaires sur les formations fondamentales nécessaires à tout militaire qui doit aller au front pour pouvoir non seulement assurer la sécurité des hommes et des biens, mais en plus pouvoir durer sur le terrain, c'est-à-dire amener l'équipe, la pièce ou la section qui lui est confiée, accomplir sa mission et ramener son personnel. C'est dans ce cadre donc que, hormis les anciennes méthodes d'instruction que nous avions, le TTA 101, l'EMIA, de par sa structure, de par son encadrement, a mis en place une nouvelle méthode d'enseignement qui est basée sur le travail pratique sur le terrain. J'entends par travail pratique des exercices bien sûr non réels, et puis maintenant la pratique du combat réel à balles réelles. Ce qui fait que quand le combattant, le militaire que nous formons ici, parce que l'officier c'est d'abord un combattant, c'est un militaire, un soldat avec grade 2. Alors quand cet officier sort de cette école, il est en mesure, dès son arrivée sur le terrain, d'être utilisable et de nous rapporter les résultats que nous sommes en droit d'attendre de lui. Les grandes armées occidentales et plusieurs pays africains envoient leurs stagiaires au Cameroun pour bénéficier de cette expérience enrichie par d'autres expériences réputées qui s'affinent jour après jour grâce à une coopération fructueuse avec de grands partenaires tels que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine. Je suis content et très heureux de pouvoir suivre une formation dans cette école à vocation régionale et internationale. La formation dans cette école se situe dans un triptyque. 1. Nous recevons une formation de planification stratégique dans le cadre des relations internationales. Nous recevons aussi une formation qui nous dote des outils nécessaires en tant que cadre de l'état-major pour pouvoir exercer dans nos pays différents. Nous recevons aussi une formation en tant que cadre de l'EIFOS pour que demain après demain nous puissions nous projeter sur la scène internationale, sur les théâtres, pour les opérations de maintien de la paix et de sécurité collective. La formation à l'EMIA est d'un très grand niveau, axée à mon avis principalement sur 3 axes qui sont donc la formation physique, la formation morale et évidemment la formation intellectuelle. Je suis très fier d'appartenir justement à cette grande école qui a bien formé les grands militaires, déjà les Gabonais, des grands officiers gabonais qui sont passés par cette école. Et nous ne faisons qu'empiéter sur les pas et j'espère que tout se passera jusqu'à la fin dans les bonnes conditions. C'est l'ensemble de ces initiatives qui aujourd'hui mettent en place une armée redoutable qui va s'équiper progressivement et être capable d'exécuter ses missions régaliennes dans le respect des règles internationales, du droit humanitaire et du droit de la guerre. Nous avons des règles d'engagement et de comportement. Il est clair que lorsque nous sommes prêts à partir par les combattants Boko Haram qui sont armés, eh bien, il est clair que nous répondons également de manière proportionnelle. Il est clair également qu'on fait des prisonniers et c'est pour ça que vous allez trouver des centaines et des centaines de membres Boko Haram qui sont actuellement dans les prisons de Maroua, Nkolo, Yakwa et j'en passe. Donc tous nos soldats ont été formés sur le droit humanitaire international, sur le droit des conflits armés et sur le droit de l'homme. Donc ils traitent tout le monde de manière humaine. Formé ainsi, il ne restera plus qu'à cette armée, bénéficiant de la haute appréciation du chef de l'État et de la nation,
de rester disciplinée et républicaine pour servir avec honneur et fidélité. La discipline est en effet un point important sur lequel le haut commandement attache du prix. C'est la force principale des armées. Armée-nation se féconde et se nourrit en partie de la discipline dans les armées. Cette discipline, et cela n'est pas une affirmation incantatoire, qui fait la force principale des armées. Si dans l'ensemble le tableau de la discipline est bon dans les armées, il importe que les écarts relevés et avérés en la matière soient traités par la hiérarchie militaire à tous les niveaux sans complaisance. Et en somme, loin de nous l'idée de réduire les militaires au silence. Il s'agit plutôt de les amener à faire valoir leurs droits dans des cadres appropriés et réglementairement prévus pour ce faire, et non dans la rue. Le militaire doit s'abstenir de manifester bruyamment et publiquement son hostilité envers tout acte de sa hiérarchie ou de critiquer publiquement celle-ci. État militaire est incompatible avec l'exercice du droit de peuple. Tout militaire qui enfreint sciemment et en connaissant de cause ses obligations, non seulement avoue ostensiblement son incapacité à accepter les contraintes imposées par la vie militaire, mais encore affiche sa volonté de ne plus appartenir à la noble catégorie des hommes d'honneur ayant choisi de servir sous les drapeaux. C'est cette armée préparée dans le silence que le chef de l'État va engager dans la protection de nos frontières, menacées comme jamais au nord, à l'est, à l'ouest. Dernière astuce du stratège, face à la typologie pernicieuse des menaces, le chef de l'État va créer les forces spéciales du bataillon d'intervention rapide, adaptées aux méthodes de combat difficiles et spécialisées dans le harcèlement. La formation de ces hommes est un véritable parcours de combattants, du recrutement à la formation proprement dite. Composante intégrante de l'armée de terre, les forces d'élite du BIR sont un principal atout de nos forces et évoluent aux côtés des forces traditionnelles dont la pluridisciplinarité va constituer un redoutable ensemble. Le résultat est retentissant. Aucun centimètre carré de notre territoire n'a jamais été cédé à l'ennemi qui s'est longtemps piqué à nos forces de défense chaque fois qu'il s'y est frotté. C'est l'époque glorieuse des forces de défense camerounaises, loyales et républicaines, qui viennent d'écrire avec le sang des soldats versés sur le champ d'honneur, certainement l'une des plus belles pages de leur histoire, dont quelques-unes peuvent être racontées. L'opération Alpha a été mise en place par le chef de l'État, chef des armées, depuis qu'il a déclaré la guerre à la secte islamique Boko Haram, dont l'opération a été mise en place depuis le 1er août 2014. Au jour d'aujourd'hui, nous combattons cette secte avec arrêt, je pourrais dire, depuis 20 mois déjà, et les résultats sont assez palpables sur le terrain. Si au début, nous avons été surtout défensifs, nous avons occupé une posture défensive parce que nous étions en montée en puissance. Aujourd'hui, avec le renforcement de nos capacités, nous sommes passés à une posture offensive. 15 octobre 2014. Il est 15h17 à Amchidé quand un individu se présente à la guérite au prétexte de détenir une information capitale. Il faut dire que sur le terrain, les forces prêtent une attention particulière aux informateurs. Toutefois, le message de cet homme sonne faux. Des signes précurseurs d'événements inhabituels sont sensibles. La mort a une odeur. Le danger a ses signes prémonitoires.
même moment, une forte explosion se fait ressentir de l'autre côté de la clôture. Un véhicule Peugeot 504, bourré d'explosifs, s'est dirigé vers le poste de gendarmerie d'Amchidé pour créer un effet de diversion. Quand au même moment surgit un char chenillé qui enfonce le portail du Bir. Au loin du côté de Limani, des explosions simultanées et des bruits d'armes lourdes jouent les symphonies de la mort. 2 blindés de Boko Haram ont neutralisé les lignes des forces de défense camerounaises et interdisent ainsi toute intention de renfort. L'avancée de cette colonne vers le camp débute. Amchidé et Limani sont attaqués de manière frontale. C'est une véritable offensive militaire qu'inaugure Boko Haram, qui de surcroît bénéficie d'abord d'un effectif conséquent et d'un équipement lourd, mais aussi d'un effet de surprise mêlé à la perfidie. Les hommes doivent vendre chèrement leur peau, surtout que les premières lignes défensives sont bousculées. Malgré cette situation défavorable, le professionnalisme des forces de défense et la qualité des forces spéciales, habituées à travailler dans l'attrition, vont renverser une situation très compromise. D'abord, il faut stopper cet avantage de surprise. Le char va se trouver face à un blindé constituant une partie de l'appui des positions avancées. Moi, j'étais à Amchidé le 15 octobre 2014. Donc, ce qu'on a vécu là-bas, c'est que bon, on était en face du camp, on prenait un peu de l'air là à côté. Il y a une radio rurale, on prenait un peu de l'air là-bas. Subitement, on voit une 405 sortir de la ville. Donc, on se disait que mais comment le véhicule ne passe pas ici, celui-ci la sort d'où? Et il était à vivre à lui. Donc, on s'attendait que bon, s'il s'approchait un peu de notre entrée, on la bat. Il n'est pas arrivé là-bas, il a viré plutôt à la gendarmerie qui était à côté. Là où on venait de temps en temps passer un peu l'air aussi avec les caméras. Dès qu'il a viré là-bas, en vitesse, il est allé poigner ça sur un limier. On s'est dit que bon, la voiture s'est passée comme ça. On s'est posé des questions comme c'est qui ça? Il a fui le BH ou et c'est quoi ça? On s'est levé donc. On était à 2. Avec le sergent-chef Mbida qui était mon pilote. On disait que bon, on part un peu regarder si c'est quoi là-bas, on ne sait pas. À quelques mètres seulement, là où la voiture a explosé. Là où j'ai compris que non, ce sont les gens. Le temps que je tape le sergent-chef, que bon, ce sont les gens là, lui-même il était déjà debout depuis. Donc on a pris donc marathon jusqu'à entrer au camp. Entrer ce qu'on avait fait, le bunker là, on a traversé, on n'est pas encore entré. Donc, au moment qu'on cherche donc à entrer au camp, là on voit donc des engins sortant, même piste, là où la voiture est sortie. Fonce tout droit. Nous, le temps de se lever aussi comme ça, lui aussi il venait. Donc nous tous, on bagarrait pour entrer au camp. Eux, ils cherchaient aussi à entrer, nous aussi on cherchait à entrer. Donc eux, ils tiraient sur nous aussi, je tirais. C'est là où le sergent m'a dit que non, ne tire plus. Peut-être comme il est devant moi, je peux que bon, je peux le prendre. Et c'est des tirs, on courait. Bon, les tirs là, là où j'ai reçu une balle au pied, bon, avec tout ça, on a réussi à entrer avant que. Là où je disais donc au sergent que même moi, le contact général, lui aussi il est entré, il a démarré. Moi aussi directement, je suis monté sur la tourelle. Le temps de faire les petites manœuvres pour la mise en feu, à feu. Là où on a entendu seulement pum, l'engin a dosé le mur, il a cassé. Chance pour nous, il n'est pas entré parce que la finition de la clôture, car le fer, ça l'a bloqué, parce que son armée est passée au-dessus. Donc il a fait marche arrière. Le temps, bon, comme c'est électriquement, dès qu'on met le contact général, je cherchais donc à ramener le canon, ça ne bougeait pas. Or, comme on avait fait l'entretien dans la journée, on a laissé ça un peu ouvert, donc le 2 volets de derrière, pour que l'air entre. C'est ça alors qui empêchait donc que l'électricité fonctionne. Là, j'ai supprimé. C'est là où il me disait que mais qu'est-ce que tu fais? Je dis que non, ça ne bouge pas. Dès qu'il était comme ça, il dit que non, c'est le volet. Lui aussi, il disait que non, il veut fermer. Il dit que non, laisse, j'ai déjà supprimé l'électricité. Maintenant, c'est manuellement.
a commencé à tourner. Donc là, il n'y a plus le temps de regarder sur la lune. Donc, le temps que je soulève ma tête, là où il a cogné, à ma droite, comme il a fait marche arrière, à une distance quand même un peu considérable. Je crois qu'il revenait toujours comme ça, cogné là-bas et passé. Je soulève ma tête pour voir à quel niveau mon canon se retrouve et aussi à quel niveau il se retrouve. Là où je le vois déjà en face de moi-même. Et mon canon était en direction. J'ai seulement dit que bon, là, le premier qui tire maintenant, j'ai seulement appuyé sur la détente et c'est parti au but. Entre le pilote, c'est là où les obus sont entrés. Je disais donc au sergent que non, il est atteint, il est atteint. Là, il s'est arrêté une fois, ça ne ronflait même plus. Je dis que non, il est atteint, fais marche arrière. Je me dis, est-ce que tu es sur le dos? Oui. J'ai encore doublé le coup. Là où ça a donc pris feu, voir comment la fumée sortait partout à l'intérieur avec le feu. Et bon, fais marche arrière, on rejoint les autres. Comme les obus étaient déjà presque finis, il faut qu'on essaie de charger d'autres. On a fait donc marche arrière, rejoindre les autres. Donc, dès qu'eux aussi ils ont vu comme ça, ceux qui étaient à pied, ils ont quand même eu peur, ils ne venaient plus. Et tant que le sergent-chef fait marche arrière, on voit les pick-up là qui sort encore derrière l'engin avec le drapeau. Je me disais quand même comment le grand frère a atteint, celui-ci sort d'où. Il y a encore la rue comme ça là. Ça là, pour le temps, est revenu comme ça là. Tout le monde était au camp. Donc, quand eux aussi ils ont suivi l'explosion là-bas dehors, c'était donc, sauf qu'il peut là-bas dedans, donc chacun cherchait seulement son âme. Et ce gars aussi, je vous dis, mais il travaille. Tout le monde était déjà en poste, tout le camp à l'intérieur. Parce que le BH là même, il y avait d'autres qui cherchaient à grimper sur les numiers là-bas pour venir tirer sur nous. Donc on appelait seulement les snipers là, il vient. Donc on le cueillait seulement comme le pigeon. D'habitude, on est toujours pareil quand on laisse les engins à l'intérieur, séparés, armés, prêts à faire feu. Sinon, c'est que nous sommes ce jour. On commence donc à tirer, combat violent, quand l'engin prend feu. Ils avaient une pick-up qui avait une 12-7 qui a contourné, vous avez peut-être aussi vu l'épave, qui a contourné pour venir prendre l'autre côté. Il y a un autre engin qui fixait un peu plus loin. Cette pick-up aussi, on l'a atteint. Dès que l'engin qui fixait un peu plus loin a vu, ils sont rentrés. Ils ont fait demi-tour pour aller faire les massacres en ville. Voilà grosso modo ce qui s'est passé. Bon, à l'intérieur, côté Ami, on a eu des blessés. Et Némi, c'était le blindé détruit. Et cette pick-up que vous avez vu, que vous voyez souvent, qu'on présente là. L'offensive audacieuse de Boko Haram est freinée. Le deuxième char ennemi, positionné au carrefour d'Amchidé, prendra les jambes à son cou et fera demi-tour. La contre-offensive peut alors débuter. Un combat impitoyable se déroule dans les ruelles sinueuses d'Amchidé contre des centaines de combattants terroristes. Il faut également reprendre l'initiative à Limani, où la progression du char ennemi a certes été stoppée, mais interdit toujours toute liaison et tout renfort. Ce n'est qu'à 21h56 qu'un groupe dirigé par 2 officiers rejoint le camp et réorganise cette contre-offensive. Les renforts convergent vers Amchidé. Commence alors une opération de ratissage qui ira jusqu'au matin. Les forces de défense perdront au cours de ces combats 8 valeureux combattants, enregistreront 15 blessés, mais neutraliseront 128 combattants de la secte terroriste Boko Haram. Aujourd'hui, la vie a repris à Amchidé. La bataille d'Amchidé, peut-être, le moins que l'on puisse dire, est l'une des batailles les plus épiques. Mais elle ne peut occulter plusieurs autres batailles, non moins importantes, qui ont consisté à chaque agression de repousser l'ennemi et de lui administrer de cuisantes débâcles. Une posture qui fait la fierté de nos forces de défense auprès de la communauté internationale. Toutes les velléités territorialistes du groupe terroriste ont été sévèrement contrées. Nos forces de défense ont également été attaquées quelque temps après cette fameuse bataille d'Amchidé à Ashigashia. Boko Haram, parti de la ville jumelle nigériane, pour la première fois implante le drapeau djihadiste
en territoire camerounais. Saisi de la situation, le chef de l'État, chef des armées, ordonne des frappes aériennes. Il est 13h15, une patrouille d'Alpha Jet décolle de Garoua et c'est l'enfer à Ashigashia qui croule sous une pluie de roquettes et d'obus. Ashigashia est libéré et pour dire que les grandes batailles vont se succéder et à chacune d'elles, Boko Haram perdra inexorablement ses capacités. L'armée blindée, c'est le coup de poing, la force de l'armée de terre. C'est-à-dire que toutes les autres forces, quand ils sont en difficulté, mais quand le char arrive, il fait le travail, il lève la tête. Et c'est ce qu'on a fait ce jour, donc on était vraiment très contents. Vous savez, on n'avait pas encore eu affaire à ce genre de tactique, qu'on voit un char ennemi venir, bon, on a paniqué, mais on a ressaisi notre courage pour combattre efficacement cet ennemi. Et c'est ce qu'à ce moment-là le résultat. L'on pourrait aussi citer la belle bataille de Kolfata, ce 12 janvier 2015, où une épaisse brume couvrait cette localité. Il est 6h20 quand un gendarme qui veut rejoindre sa brigade, quittant du cantonnement des forces de défense, aperçoit des véhicules très vite identifiés comme transportant des insurgés de la secte Boko Haram. À peine va-t-il donner l'alerte que des mitrailleuses lourdes et autres armes vont crépiter de partout, entrecoupées de slogans « Allah Akbar ». L'attaque va se dérouler sur 2 fronts. Les malfrats, d'un effectif évalué à peu près à 400 hommes, ont profité d'une nuit d'encre pour progresser vers Kolfata. L'objectif de ceux-ci est celui de s'emparer du camp grâce à une action commando planifiée, utilisant des modes opératoires militaires. Mais nos militaires camerounais vont encore une fois défendre courageusement leur position et repousser l'ennemi qui va passer à un plan B consistant à revenir en force avec une 12-7 montée sur un pick-up. Cet objectif sera détruit par les tireurs d'élite. Les forces de défense venaient encore là de briser une situation de déséquilibre grâce à leur professionnalisme et leur courage. Les camarades sont des patrouilles. Lors de l'attaque du 12 janvier 2015, où les éléments de la secte Boko Haram sont venus se recouper ici pour attaquer le poste de commandement du pays. Dès lors, la brigade a été déportée au niveau du PCD. Donc, de temps en temps, on effectue nos services légaliens. L'attaque s'est produite le 12 janvier 2015. C'était vers la grande matinée entre 3h30 et 4h. Donc, c'est-à-dire qu'on était à Kolofata. Bon, on était campé avec le gars du pays. C'est que l'attaque s'est produite. Il y avait un adjudant de la gendarmerie qui est venu nous alerter. Bon, les assaillants étaient tout juste devant le camp de Kolofata. Bon, il y avait un camp de la gendarmerie là-bas. L'adjudant est parti vérifier comment c'était son camp. Bon, dès qu'à la grande surprise, il a vu les assaillants là-bas. Après donc, il est directement dirigé vers le camp de Kolofata. Il est venu nous alerter. Il a crié à l'aide. Personne n'est riposté. Bon, il a armé son arme et tiré en l'air. C'est-à-dire, dès qu'il a tiré en l'air, nous aussi, on a suivi le coup de feu. On est entré dans nos postes de combat. Bon, on a commencé comment les assaillants aussi étaient nombreux. Ils étaient plus de 500 assaillants. Ils venaient de tous les côtés. On a commencé on a engagé le combat. C'est-à-dire, moi, j'étais le tireur dans l'engin Waza. Bon,
Je ne voyais même pas les gens puisqu'il y avait le brouillard le jour-là. Mais je voyais seulement les étincelles de munitions qui passaient donc. Et nous aussi, j'ai directement commencé. Je voyais l'étincelle là où l'étincelle de feu sort, c'est là où aussi moi je frappe. Je frappe donc l'ennemi. Vers 6h30, les assaillants venaient nombreux. On a fait appel à l'intervention de Mora. C'est là où eux aussi ils étaient venus pour nous renforcer, puisque l'attaque était dure le jour-là. Nous recevons l'alerte de nos camarades qui étaient attaqués au camp de Kolofata aux environs de 5h30. Nous mettons en route avec le pilote qui vient de se déplacer là, Yeo, très rapidement et avec sa mobilité et sa rapidité. Nous arrivons rapidement. Et dans nos engins, nous avons embarqué quelques gardes du BI qui étaient aussi sur les véhicules, dans leur véhicule, dans leur light cruiser. Nous arrivons, nous faisons face à un pont, car les assaillants avaient déjà envahi toute la ville. Les gardes du BI débarquent, sécurisent le pont afin que nous puissions traverser. Puisque dans la cavalerie, nous avons besoin d'une sécurisation du pont pour pouvoir traverser un pont. Vu notre petitité dans l'engin, on ne pouvait pas le faire. Les gardes du BI descendent et sécurisent le pont. Nous traversons. En traversant le pont, on constate que les assaillants faisaient vraiment des coups. Nous faisons aussi partie des coups pour baisser la tête. Quand ils ont ressenti le bruit de l'arme qui tournait encore de nouveau, puisque lui, il était déjà en fin de munitions, il était remonté au camp pour recharger, pour regagner sa bande de munitions. Nous arrivons directement, nous frappons en suivant la direction, puisque quand nous frappaient, ces gens-là ne faisaient que fuir. Ils fuyaient vers la frontière. L'artillerie, dotée de quarts d'hommes 14, et les blindés ont joué un rôle déterminant à chaque confrontation. Plusieurs autres batailles ont été livrées ainsi à Ile Alifa, Mabas, Kidimatari, Fotokol, Kerawa. Si l'intégrité territoriale a été préservée, le Cameroun le doit à ses hommes qui ont fait plus que leur devoir républicain avec abnégation, honneur et fidélité. Après plusieurs mois de guerre, les forces de défense ont bien compris que si elles restaient en mode défensif, un jour ou l'autre, l'une des multiples attaques, tous azimuts de Boko Haram, pourrait faire mouche. Elles ont donc procédé à des frappes d'anticipation qui s'inscrivent dans la légitimité de se protéger, mais également ont réussi à détruire les sanctuaires de Boko Haram en territoire nigérian, surtout que l'armée nigériane venait d'entreprendre une vaste campagne offensive. La force multinationale mixte montant en puissance, le Cameroun prend le commandement du secteur militaire numéro 1, constitué de soldats camerounais. Elle dispose alors d'un mandat international dans la zone de la commission du bassin du lac Tchad. Les opérations Arrow transfrontalières vont être mises sur pied avec également l'opération Tentacule, permettant de sanctuariser les interstices vulnérables. Avec une audace fulgurante et sous la bannière de la force multinationale, les opérations Arrow vont cueillir les combattants de Boko Haram dans leur fief avec les forces spéciales, les appuis et les soutiens de l'opération Émergence 4. Dans ces zones hostiles, la progression est difficile. Boko Haram est dépassé sur le plan conventionnel et n'utilise désormais plus que des moyens de lâche, décampant à l'approche des soldats camerounais, abandonnant à leur sort femmes et enfants. Nos forces sont de surcroît obligées de venir en aide à ces familles désorientées. Ce sont les réalités de la guerre. L'un après l'autre, les bastions de Mba, Gaucher et Koumché vont tomber. Des opérations qui partent d'abord d'une bonne planification et d'un ensemble de renseignements comparés avec ceux de l'armée nigériane. Un exemple de mutualisation sous-régionale qui repousse l'afro-pessimisme et la fatalité de déliquescence des armées africaines. Les opérations de Gaucher et de Koumché seront menées avec une certaine audace.
Dans leur progression en territoire hostile pour chaque opération, il a fallu utiliser toute la panoplie d'une armée moderne, en commençant par sécuriser les itinéraires et le dispositif, détruire les objectifs en évitant les pertes collatérales, fouiller, recueillir des renseignements utiles pour les prochains objectifs, coordonner les actions pour éviter toute méprise avec les amis et les alliés. Le concept Arrow fait suite à un premier concept qu'on avait déjà, qui faisait partie d'un triptyque, qui est le concept Shield, qui était un concept une réponse mise en place pour empêcher à ce que les kamikazes, principalement cette menace de Boko Haram, puissent accéder aux arrières de notre dispositif. Après l'échec des attaques conventionnelles de la secte Boko Haram sur nos postes et sur l'ensemble du territoire, l'ennemi a complètement changé dans sa stratégie et l'ennemi s'est décliné en une série d'attaques, une série de modes d'action qui mettent en avant les kamikazes, qui mettent en avant les engins explosifs improvisés, qui ont fait beaucoup de dégâts tant sur les populations civiles que sur nos forces et sur nos matériels. Il s'est agi pour nous, dans un premier temps, de contrer cette vague de modes d'action et, dans un second temps, de prévenir la perpétration de tels actes sur le territoire. Le concept Arrow vient à la suite du concept Shield, qui lui, dans un premier temps, lorsque les kamikazes ont commencé à s'infiltrer sur notre territoire, il s'agissait de mettre un filet protecteur pour intercepter, grâce au renseignement, ces kamikazes-là et de démanteler tous les réseaux logistiques qui soutenaient ces kamikazes-là dans leur avancée vers les grandes villes de la province de l'extrême nord. Ça a été un succès. Après les attentats de Marwa, on n'a plus enregistré d'attentats dans la profondeur. Et maintenant, il s'est agi de mener un certain nombre d'actions proactives pour aller toucher les lieux, les centres de conditionnement, les centres d'entraînement et puis les lieux où ces kamikazes étaient en transit pour s'insérer sur le territoire. C'est la raison pour laquelle le concept Arrow a été érigé. C'est un concept qui est dans sa conduite et dans sa planification fait au niveau du PC à l'opération Alpha, qui est chapeauté par le commandant de l'opération Alpha et qui est conduit par l'ensemble des unités sur le terrain. À la suite de ce concept Arrow, il y a eu une déclinaison au niveau des responsabilités et on a créé le concept de Blowpipe, qui aujourd'hui a sa deuxième édition, qui fait la part belle aux commandants de zone, qui planifient à leur niveau des opérations de portée limitée à 2-3 km au-delà de la frontière et qui les conduisent avec certes l'appui des officiers de l'état-major de l'opération Alpha, mais sur des objectifs qui sont à une portée allant entre 1 et 5 km à l'intérieur. Depuis un certain temps, c'est des opérations que nous menions sur le terrain de l'ennemi pour pouvoir combattre cette secte-là sur son propre terrain et tout naturellement pour mieux se défendre, il faut attaquer. Donc nous avons mené des opérations, des raids sur des bases reconnues, identifiées comme étant des points d'appui de la secte où ils planifiaient toutes leurs opérations sur notre terrain. Ils y préparaient les kamikazes, ils préparaient les engins explosifs improvisés qu'ils venaient mettre sur nos itinéraires empruntés par nos patrouilles, et ces opérations ont donné des résultats palpables sur le terrain. Aujourd'hui, la secte se trouve affaiblie, mais elle reste toujours dangereuse du fait qu'elle continue toujours de mener sur notre territoire des actions asymétriques, à savoir les incursions dans des villages qui ne sont pas sécurisés par les forces, ou alors sur des cibles bien choisies par les sympathisants de la secte, ou alors par la pose
des engins explosifs improvisés. Autant de choses qui font à ce que nous puissions passer de Haro à une opération que nous avons maintenant dénommée Blowpipe. Mais la région de l'extrême nord n'est pas la seule zone chrysogène. Par une coïncidence malheureuse, le Cameroun se trouve en proie à d'autres menaces, notamment à l'est avec les braconniers et les combattants dissidents de la crise centrafricaine qui mènent des incursions en territoire camerounais pour se ravitailler, et de la zone littorale qu'écument les pirates, véritable danger pour le trafic transmaritime, indispensable à la survie économique de notre pays. Sur tous ces théâtres, nos forces veillent. L'action de l'État en mer, qu'est-ce que c'est? C'est l'exercice de la souveraineté de l'État en mer. En fait, c'est un terme générique qui englobe tout ce qu'un État entreprend pour assurer sa souveraineté en mer et l'exécution des lois nationales et internationales sur des espaces maritimes qui tombent sous sa juridiction. La dissuasion classique et préventive veut que nous prenions toutes les mesures avant pour que l'ennemi ne puisse pas mettre pied dans notre dispositif. Et je crois que c'est une bonne chose d'avoir pu prendre toutes ces mesures. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que nous pouvons parer à toute éventualité, les assaillants ou alors les terroristes. Aussi bien qu'à Amchide, Kerawa, Achigacha et Fotokol, la menace presse également plusieurs autres zones, Boubanjida, Garwaboulaye, Kenzo et les nombreuses criques de Bakassi. Dans la zone littorale, la combinaison défensive entre la marine nationale, qui protège la zone hauturière, et le BIR Côte, qui s'occupe de la zone côtière, a produit des résultats dont on peut être fier. Les eaux littorales camerounaises sont les moins criminogènes du golfe de Guinée. Les quelques pirates qui s'y sont aventurés ont reçu des accueils peu amènes de cerbères soldats, défenseurs de l'intégrité nationale. La région Est demeure un point sensible de notre pays. Plusieurs fois, des rebelles ont cru qu'ils pouvaient y pénétrer allègrement pour s'approvisionner. Bien mal en a pris à ces aventuriers, ainsi qu'aux preneurs d'otages qui se sont vus une fois pistés en profondeur par des éléments du GIGN et neutralisés. Garwaboulaye est devenue une véritable forteresse, point tournant de la frontière Cameroun-RCA. Depuis 2013, lorsque le chef d'État a décidé de l'activation de la 11e brigade, cette partie de notre pays connaissait d'énormes problèmes. Sur le plan économique, les marchés, tout était à l'arrêt. Les écoles étaient fermées. Les autorités administratives étaient pratiquement en débandade dans tous les arrondissements frontaliers. Actuellement, on a lancé une opération de récupération des armes dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de guerre. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 armes de guerre récupérées, à plus de 100 000 munitions de guerre et de grande chasse récupérées. Je peux vous rassurer, ce n'est pas encore le paradis, c'est vrai. Nous continuons le combat, nous continuons la lutte pour ramener complètement la paix dans ce pays. Notre combat continue dans le cadre 1 de la lutte contre les coupeurs de route, parce que ça existe encore. Notre combat continue dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes de guerre et les armes de grande chasse. Le deuxième aspect de notre mission, c'est la sécurisation des projets structurants. Vous savez que ces projets tiennent à cœur le chef de l'État dans le cadre de l'émergence de notre pays en 2035. Les forces de défense et la nation ont montré aux yeux du monde leur résilience et leur abnégation à défendre leur territoire. Le chef de l'État, en sa qualité de chef des armées, a apporté l'élément psychologique et moral le plus important aux troupes par ses témoignages de satisfaction, ses actes d'encouragement et un management pertinent de la situation. Sur le plan stratégique, l'état-major des armées, chef d'orchestre des opérations, a planifié sans cesse, par les ordres de conduite, contrant les centres de gravité ennemis. Enfin, sur le terrain,
les niveaux opératifs et tactiques des opérations Émergence et Alpha ont présenté une cohérence qui garantit une proche victoire. Il serait ingrat de ne pas reconnaître l'action des comités de vigilance, dispositifs encadrés par l'autorité administrative qui ne se sont jamais trompés de rôle, étant d'un précieux apport sur le plan du renseignement. Ainsi se construit la défense de notre intégrité territoriale, un concept de défense populaire, car un peuple uni est invincible.